Bonjour à tous. Merci de suivre cette conférence un exemple de projet de visualisation de retour d'expérience pour les élections municipales rennaises de 2020. On a choisi de faire ce retour d'expérience pour vous montrer la complémentarité des acteurs et les travaux qui ont été menés pour que vous puissiez bien comprendre les différentes étapes par lesquelles on est passé et comment ça s'est mis en place. Pour présenter ces travaux et ce retour d'expérience, on est donc 3 acteurs, la ville de Rennes, Rennes Ville Métropole, Open Data Soft et Bac à Sable, qui sont représentés aujourd'hui pour Rennes Ville Métropole par Anne Kosker. Donc, bonjour, je suis Anne Kosker, je suis chef de projet multimédia au sein du service innovation numérique de la direction de la communication mutualisée Ville de Rennes et Rennes Métropole. Et dans le cadre de ce projet, j'ai été particulièrement en charge de sa coordination, tant dès l'expression du besoin jusqu'à sa livraison et très certainement pour les évolutions futures. Donc Anne est accompagnée de Ben Lister aujourd'hui. Bonjour, Ben Lister, je suis chargé de mission Open Data dans le même service que Anne, et comme vous pouvez imaginer, je me suis occupé majoritairement de tout ce qui peut toucher aux données et à l'Open Data. Et ce projet a été mené avec Open Data Soft, qui est représenté aujourd'hui par Clara Maximovic. Oui, bonjour, je suis donc Clara Maximovic, responsable commercial auprès du secteur public pour Open Data Soft, donc une entreprise d'édition logicielle qui accompagne notamment la métropole de Rennes dans toute la mise en œuvre de sa démarche Open Data et aussi pas mal d'autres métropoles comme Nantes, par exemple. Et moi-même, Eddy Garnati, donc, qui représente aujourd'hui Bac à Sable sur la partie conception et développement logiciel de la représentation. Donc, Bac à Sable, c'est une agence de design numérique qui a une dizaine d'années maintenant. On fait des outils numériques sur mesure pour tout type de sujet. On va maintenant entrer dans le vif du sujet avec un retour sur le contexte et une présentation du projet. Donc, je laisse la parole à Anne pour cette partie-là. Oui, donc je ne vais pas m'étendre très longtemps sur ce qu'est l'open data, etc., parce que je pense que je m'adresse à un public d'initiés. Néanmoins, je vais revenir sur le fait que l'open data, c'est l'ouverture des données publiques et c'est le fait de rendre accessibles et utilisables par le plus grand nombre les données collectées et gérées par les institutions et les organismes publics. Donc Rennes s'est véritablement engagé dans l'open data dès 2010 avec l'objectif primordial et numéro 1 de créer des nouveaux services pour les habitants, d'innover et de favoriser le développement économique par le numérique. Donc ça, c'était vraiment l'objectif numéro 1. Alors, parmi les autres objectifs, il y a bien évidemment l'amélioration de la transparence de l'action publique, le partage de la connaissance sur un territoire ou un thème et la modernisation du service public. Alors, si je reviens sur les différentes grandes étapes de l'Open Data à Rennes, donc comme je l'ai dit, l'ouverture du programme Open Data a été lancée dès le printemps 2010 avec la mise à disposition des premières données, donc les bases de données sites et organismes, les bases de données de cartographie du SIG, ainsi que les horaires théoriques de transport. Dès octobre 2010, il y a eu la mise en ligne du premier site data-rennesmetropole.fr avec en complémentarité de nouveaux jeux de données du SIG. 2011 a été l'année qui a été marquée par le lancement d'un concours de services à partir des jeux de données qui étaient disponibles, ainsi que la mise en ligne des premières données en temps réel. C'était des données en temps réel des transports. Alors en 2016, nouvelle étape avec le lancement d'une nouvelle plateforme qui a été basée sur la structure Open Data Soft, donc, ce qui a permis un gain, d'avoir une interface graphique beaucoup plus intuitive, une recherche simplifiée, une meilleure organisation de structuration des jeux de données et principalement également une API sur tous les jeux de données. Alors, 2017, ça va marquer l'amorçage du SPMD, donc c'est le service public métropolitain de la donnée, avec pour objectif de favoriser le partage et l'usage des données d'intérêt général par les acteurs publics et privés. En fin 2020, nouveau projet, ce qu'on appelle chez nous RUDI, c'est Rennes Urban Data Interface, qui est porté par Rennes Métropole et financé
par l'Union européenne, avec pour ambition de co-construire en 3 ans un portail d'accès et de partage aux données territoriales destiné à l'ensemble des acteurs locaux. Alors, si on en vient un peu plus à notre projet, on l'a vu, les données servent à créer des services, à partager de la connaissance sur le territoire, à favoriser le croisement des compétences par le développement d'applications ou de data visualisation. Aujourd'hui, on va parler plus de data visualisation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à Rennes, on est non seulement producteur de données, mais on est aussi réutilisateur de nos propres données. Le site élection en est un exemple, mais nous avons d'autres types de data visualisation. Par exemple, les infographies interactives des données budgétaires que nous mettons en ligne tous les ans dans le cadre du vote du budget primitif. On a aussi des visualisations qui tournent autour du budget participatif avec une cartographie interactive des projets réalisés. Voilà, c'est vraiment, non seulement on crée nos données, on est producteur de données, mais on les réutilise et on est force de proposition. Alors, si on en revient à notre fonte de site Élections Rennes, ce qu'on peut dire, c'est que l'organisation des élections, elle relève d'une compétence municipale. C'est-à-dire qu'on a un devoir en tant que collectivité de fournir des résultats non seulement à l'échelle ville, mais détaillés par lieu de vote et par bureau de vote. On a le degré de granularité le plus fin possible et c'est ce qui nous différencie des médias traditionnels qui vont donner des résultats globaux sur un territoire. Nous, on va vraiment dans le degré de précision le plus fin possible. Je vais juste rajouter aussi que là, on a refondu le site élections à l'occasion des élections municipales, mais on traite aussi tous les types d'élections qui se déroulent sur le territoire rennais. Donc, on parle d'élections présidentielles, législatives, et nous donnons les résultats pour tous les types d'élections, pas seulement pour les élections municipales. Alors, ce que je vais dire aussi, c'est qu'on n'a pas attendu qu'il y ait l'avènement de l'open data pour publier des données électorales. La publication des résultats des élections, c'est bien antérieur à ça. En revanche, l'open data, ça a permis des évolutions, des améliorations en termes de présentation des résultats. Alors, on va remonter un petit peu en arrière et on va voir que la présentation des résultats a connu des étapes clés. Alors, en 2004, à l'occasion des élections régionales et cantonales, la collecte des résultats se faisait en coopération avec la direction des systèmes d'information. Donc, le soir même, dès la réception des résultats définitifs, on mettait en ligne un tableau récapitulatif des résultats globaux. Et dès le lendemain, on pouvait avoir accès aux résultats détaillés par centre de vote. Donc là, on n'est pas dans du dynamique, on est dans quelque chose de très statique. En 2007, lors des législatives et des présidentielles, on a créé pour l'occasion le premier site élections.rennes.fr. C'était un site dynamique avec un robot qui avait été créé par la DSI qui envoyait les données dans une base de données directement. En 2008, lors des cantonales et municipales, le site est dynamique sous typo 3, mais avec qui était le CMS que nous utilisions auparavant pour le site de Rennes Métropole et de la ville de Rennes, mais avec un plugin que nous avions développé en interne. Donc on voit, il y a un cheminement qui se fait et de constantes évolutions sur tous les types d'élections. Alors, pour les élections municipales de 2014, là, on a une étape importante puisque c'est la bascule des données en open data. Donc là, on refond le site, toujours sous typo 3, mais on intègre également des infographies qui sont créées par les journalistes le soir même des élections avec des outils d'infographie qui existaient à l'époque. Donc, ce qu'a apporté l'open data, c'est que ça a vraiment servi de levier et d'accélérateur pour publier les résultats des élections en temps réel, avec toujours cette notion de granularité très fine. Et à partir de là, notre ambition elle devient croissante. Au fur et à mesure, on devient plus clair dans la présentation des résultats. Et l'historisation des données nous permet d'avoir un recul nécessaire pour proposer de nouvelles visualisations. En 2007, il y a les présidentielles. Et c'est à partir de cette date-là qu'on crée nos visualisations élections désormais directement via la plateforme Open Data Soft. Alors, le gros bénéfice, c'est l'API qui nous permet d'avoir un temps réel vraiment facilité.
Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des élections municipales de 2020. J'attire avant tout votre attention sur le fait qu'une visualisation des données électorales, c'est un process très complexe en termes de représentation. Les données, en fait, elles évoluent d'une élection à l'autre. Je pense par exemple à la localisation des bureaux de vote qui changent d'une élection à l'autre parce que le territoire évolue, il grandit, il y a des nouveaux bureaux de vote qui sont créés. Il y a aussi l'émergence de partis politiques nouveaux. Tout ça, c'est des données qui évoluent et ce qui rend d'autant plus complexe une visualisation. Et c'est vraiment parce qu'on a le recul et l'expérience suffisante qu'on peut imaginer et concevoir ces nouvelles représentations. Donc, on en arrive à la data visualisation développée à l'occasion des élections municipales de 2020. Donc, en termes d'enjeux et d'objectifs, pour nous, il était primordial de pouvoir restituer les données de la manière la plus transparente et compréhensible possible et avoir une notion d'impartialité totale auprès du grand public. C'est-à-dire qu'en tant que collectivité, on a un devoir de neutralité. On ne peut pas se permettre d'orienter l'analyse. C'est vraiment aux citoyens de se faire sa propre analyse. On avait aussi un devoir de faciliter la lecture parce qu'on propose des résultats globaux jusqu'aux résultats les plus précis possibles, donc par centre de vote et par bureau de vote. On voulait aussi favoriser la comparaison entre les différents scrutins. Donc ça, c'est vraiment l'historisation des données qui nous permet de le faire. Et donc, ça permet ainsi aux citoyens de se faire sa propre analyse, de pouvoir étudier une élection, l'autre élection, voilà, d'avoir des éléments de contexte. Et enfin, offrir une interface fonctionnelle valorisant la mise à disposition des données publiques. Alors, ce qu'on essaye de faire à notre niveau, c'est d'apporter une aide à la compréhension des résultats. C'est-à-dire qu'on donne des clés d'analyse par la mise en forme des données et voilà, par ce biais-là, on essaye de redonner de la valeur au vote. C'est pour ça qu'on a pris le parti pris de l'ergonomie et du design. Et c'était un défi de montrer quelque chose de graphiquement innovant tout en respectant la neutralité. C'est-à-dire que, on en discutera certainement un peu plus loin, mais de faire des choix de couleurs, etc., sans orienter ou sans marquer une orientation politique, c'est vraiment quelque chose de… Voilà, c'était vraiment un défi. Elie, je pense que ton micro… Hop, je disais pour la mise en œuvre, je vais passer la parole à Ben pour continuer sur ces sujets. Ouais, merci. Je vais vous raconter très rapidement un peu ce qui se passe le soir des élections d'un point de vue derrière le rideau. Tout commence par la DSI qui finalement récupère les résultats des élections et les transmet à Mathieu Delceau, qui est notre ingénieur à la com et on va dire le troisième membre de cette équipe projet à Rennes Métropole. Pour un premier traitement, d'abord une mise en conformité des champs, des choses comme ça, et surtout la mise à disposition dans une base pour que la plateforme Open Data puisse récupérer directement le jeu de données en quasi-temps réel. Deuxièmement, on a une étape de traitement de ces résultats dans Open Data Soft. Je vous passe un petit peu les détails, mais en gros, l'idée est de pouvoir harmoniser un peu le tout, remplir les métadonnées et faire une jointure géographique. Donc, on récupère les résultats sans la partie géo. Il faut qu'on mette les deux dedans. Et ensuite, voilà, on fait la publication et ensuite, c'est récupéré directement via l'API de la plateforme. Si tu veux bien passer, voilà. Je vais quand même m'arrêter sur quelques détails, notamment ce que ça a pu changer pour nous. Donc, d'abord, on est passé d'un tableau à une carte, une visualisation cartographique. D'abord en 2017, via la visualisation sur Open Data Soft. Donc, ça nous a nécessité un référentiel géographique de la localisation des centres et des bureaux, comme Anne a pu le mentionner. Ça a aussi demandé l'implication de notre SIG, qui, eux, de leur côté, gèrent cette base. Donc, du coup, on a une espèce de mélange de deux bases qui, à la base, sont hétérogènes. Et c'est finalement ce référentiel-là qui nous aura posé problème un petit peu plus tard, dans le sens où ce référentiel bouge d'année en année, il est mis à jour. Les centres de vote en 2017 ne sont probablement pas les mêmes en 2019. Et quand on a voulu mettre en place un comparatif,
eh ben, il a fallu mettre en place un système d'archivage, il a fallu gérer cet archivage et il a fallu mettre aux normes, on va dire, nos archives préexistantes. Donc, la majorité du travail sur la donnée, en tout cas, a été sur la mise en conformité de ce standard géographique. Eh bien, je pense qu'on peut passer à Open Data Soft dans ce cas-là. Merci, exactement. Oui, alors on est un peu la troisième brique de ce projet, même si on est intervenu en tant qu'éditeur logiciel de manière très transversale, j'ai presque envie de dire invisible d'un point de vue presque physique, mais on était tout de même en arrière-fond de ce projet, dans le sens que, comme l'a très bien expliqué Anne et Ben aussi, on était un peu le socle technique facilitateur de mise en œuvre de cette démarche. Alors, je m'explique, on n'était pas aux origines, comme l'a expliqué Anne, de la démarche Open Data de Rennes Métropole, qui a été enclenchée très tôt, même avant la création de notre entreprise. Mais on a commencé à collaborer avec la métropole en 2016 pour des raisons notamment d'ergonomie. Et c'est vrai que l'approche de Rennes Métropole était assez pionnière à l'époque déjà, puisqu'elle intégrait de nombreux producteurs de données très différents au sein d'un même portail. Donc, il y avait déjà l'inclusion des communes, mais aussi d'acteurs tiers privés comme Keolis, par exemple, et l'intégration aussi d'associations. Donc, voilà, ce qui mène déjà à un portail qui aujourd'hui est vraiment très fourni. On a plus de 380 jeux de données, donc c'est assez important en termes de volume de publications sur des thématiques qui sont très variées. Et depuis peu, donc, il y a une page vraiment dédiée aux élections qui mène directement vers le site qui vous a été montré ultérieurement. Donc, rapidement, peut-être très schématiquement, la plateforme Open Data Soft fonctionne selon une architecture technique qu'on peut décomposer en 3 briques. Une première brique de collecte des données, où en fait on va pouvoir sourcer la plateforme de données qui proviennent d'open data existants. Ça peut être des producteurs institutionnels de type INSEE, ou des bases communes comme DataGouv, mais aussi des producteurs locaux comme des régions par exemple qui publient aussi sur des portails open data. Des données qui proviennent de services tiers, donc on l'a évoqué, les transports, des services qui proviennent aussi des services d'énergie par exemple, des données qui proviennent aussi de capteurs IoT pour des données temps réel, et des données aussi qui proviennent effectivement des outils métiers, des systèmes d'information de la collectivité, et qui vont pouvoir venir alimenter automatiquement la plateforme. Une fois ces données intégrées, elles sont, comme l'expliquait Anne, directement associées à une API, donc interface de programmation applicative, qui est en fait le moyen par lequel la donnée va pouvoir circuler très facilement d'un service à l'autre. Et c'est cette fonctionnalité-là qui en fait a été vraiment centrale dans ce projet, c'est cette capacité à vraiment rendre fluide, presque liquide, la donnée pour alimenter un nouveau service de valorisation des données électorales. Donc ensuite, il y a une brique qui permet d'enrichir la donnée, de la traiter pour notamment l'associer au sein de référentiels géographiques, associer aussi des points géographiques à partir de la base d'adresse nationale, faire de la concaténation de textes, etc. Et puis la troisième brique, c'est effectivement la diffusion. Donc Anne l'a montré aussi via des visualisations qui sont automatiquement générées par la plateforme et qui peuvent être personnalisées, via un catalogue entre guillemets standard, où on peut exporter la donnée via des formats type CSV, JSON, GeoJSON. Et puis, comme on disait, via des API, ce qui va permettre d'alimenter des services tiers qui, eux, en fait, vont avoir un rôle crucial dans la valorisation finale de la donnée. Et tu peux passer à la slide suivante, Heidi. C'est vraiment l'objectif de la plateforme, c'est quelque part de permettre ce passage d'une logique d'ouverture des données, qui, comme on l'a dit, est très importante puisqu'elle fait partie d'une mission de service public de la part des collectivités. Aujourd'hui, donner accès à la donnée brute sur les activités et notamment la vie démocratique de la collectivité. Mais l'enjeu d'après, celui de l'open data, et si on veut y associer un véritable, entre guillemets, retour sur investissement, c'est vraiment la valorisation des données. Et cette notion d'API, elle va permettre à la fois de diffuser les données électorales sous des formats bruts qui vont peut-être intéresser les journalistes, mais aussi à la collectivité de pouvoir fournir ses propres services pour restituer au mieux et valoriser au mieux la donnée auprès des citoyens. Et j'insiste beaucoup sur cette notion parce qu'on pense aujourd'hui que l'open data, c'est quelque chose de
assez acquis au final dans le langage des politiques publiques locales, que voilà, c'est un peu une case à cocher et qu'il n'y a pas vraiment forcément d'intérêt derrière. Au final, alors Open Data Soft a commandité en fait un sondage auprès d'un institut qui s'appelle YouGov auprès de plus de 1000 personnes, donc qui peut être, voilà, qui est plus ou moins représentatif, mais qui voilà, interroge un large panel de personnes dans toute la France et selon les tranches d'âge et des caractéristiques très variées. Et on voit que parmi les interrogés, on a quand même 70% des personnes qui pensent que l'open data, qu'il est important que les acteurs publics partagent l'open data. Et d'ailleurs, cette demande de transparence, elle est apparemment accrue avec le contexte un peu particulier qu'on vit actuellement. Donc voilà, une demande qui est au final là, mais on s'aperçoit tout de même que 40%, près de 40% des interrogés ne savent pas où trouver les données publiques et ne savent pas en particulier où se trouvent celles qui les intéressent. Donc il y a un vrai enjeu de découvrabilité derrière de cette donnée. Et on peut se dire, bon, au final, un citoyen, c'est sympa qui veuille de l'open data, mais qu'est-ce qu'il veut en faire? On voit qu'il y a un vrai souci d'information personnelle, de vouloir se renseigner soi-même sur la vie de la collectivité. Pas mal de personnes aussi qui sont intéressées, mais qui ne savent pas trop quoi en faire. Et tout là, l'enjeu, en fait, pour une collectivité, de vraiment renforcer, je pense, enfin, c'est ce dont on est convaincu à Open Data Soft, la découvrabilité et la communication autour des données. En termes de découvrabilité, il s'agit vraiment de, au final, voilà, comme on disait, c'est bien d'exposer de la donnée via un point d'accès centralisé, mais à un moment, il faut aussi amener l'information et la donnée aux citoyens là où il peut la découvrir quelque part. Donc, ça va être via un site institutionnel, ça va être via des articles aussi, mais voilà, qu'en fait, on puisse accéder facilement via d'autres supports en recherchant, en fait, qu'on puisse accéder à la donnée quand on la recherche. Donc, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est vraiment communiquer, et pas au sens communication forcément marketing, c'est savoir aussi communiquer, comme l'a aussi expliqué Anne et comme l'expliquera Heidi plus tard, sur les méthodes qui ont été utilisées par exemple pour récolter ces données et surtout sur leur signification. On l'a vu aujourd'hui, des données brutes, Eric Botorel le spécifiait ce matin, transparence ne veut pas forcément dire confiance en fait. Et c'est vrai qu'il y a un aspect assez intéressant avec ça, c'est que publier des données brutes, c'est pas forcément ça qui renforce la confiance des citoyens, c'est aussi l'analyse qu'on va y apporter et un peu la fiabilité de l'interprétation qu'on va pouvoir amener. Et ça va aussi avec des formats de restitution. On le voit là via 3 exemples. Donc le rapport financier de la ville d'Issy-les-Moulineaux, un PCAET publié par une petite collectivité qui est la communauté de communes de Val-de-Cher-Comtrois et l'annuaire de recherche des producteurs locaux dans le département de la Haute-Garonne. Ça, ce sont des formats en fait qui sont designés, qui sont faits pour répondre aux questionnements ou aux besoins des réutilisateurs. C'est-à-dire que voilà, publier la liste des producteurs en open data brut, on ne va pas forcément y trouver son intérêt, alors que publier ça sous forme d'annuaire où on peut filtrer la donnée par champ, c'est une mise en forme qui va simplifier l'accès et la valorisation de ces données. Donc voilà, et le projet en fait qui a été mené par Rennes Métropole et Bac à Sable s'inscrit entièrement dans cette un peu j'ai envie de dire cette seconde phase de l'open data où vraiment il y a une notion de service qui est créée à partir des données brutes. Et pour finir un peu sur ce projet, pour résumer un peu l'implication de la plateforme là-dedans, c'est qu'on a eu un outil qui a été quand même scalable au fil des besoins. C'est l'intérêt aussi du SaaS qui permet vraiment voilà, d'être paramétré en termes capacitaires au fil de l'évolution des besoins. Et là, on a eu une forte demande au niveau des appels API notamment à laquelle il a fallu pouvoir répondre assez rapidement. Et cela a été aussi permis par une équipe projet. Là, je parle de non seulement l'ensemble des équipes Open Data Soft, mais aussi les équipes de Bac à Sable et les équipes de la métropole qui ont su très rapidement communiquer pour adapter le capacitaire de l'outil pour répondre à ces nouveaux besoins. Donc voilà, je peux laisser la parole à Heidi, je pense, pour entrer un peu plus dans le détail de la visualisation du projet. C'est ça, merci beaucoup. Alors, ça fait une transition toute trouvée, puisque les équipes étaient importantes sur ce projet, vu le contexte, les délais, les décalages et le sujet même, puisqu'il a fallu, de notre côté, je parle pour la construction et puis la conception de l'outil de visualisation, faire un travail de recherche approfondi, parce qu'il existe pas mal de choses, beaucoup de journalistes qui travaillent sur les sujets, beaucoup d'enjeux sur les données politiques. Donc, c'est des thématiques qu'il a fallu s'approprier, qu'il a fallu maîtriser. Donc, pour ça, il a fallu avoir pas mal d'échanges
ce que c'est exactement, c'est quoi les enjeux politiques autour de ces élections, en quoi ça peut se transformer en bout d'interface, et ce qu'il faut montrer, pas montrer, toutes ces choses-là, avec le point d'entrée principal dont mentionnait Anne tout à l'heure, c'était sur l'impartialité des données. On est sur quelque chose qui doit être transparent, qui doit être impartial, et il y a des biais qui peuvent être tellement différents, que ce soit des biais de lecture, des biais cognitifs, c'est-à-dire que sur le même source de données, même élément de données, on va pouvoir montrer des choses très différentes sur la manière dont on s'y prend. Là, on a un exemple à l'écran qui est plutôt parlant. Je pense qu'il a bien circulé cette année. On est exactement sur les mêmes sources de données. Ça montre exactement la même chose, sauf que la manière de le montrer va donner deux histoires extrêmement différentes. Et donc, c'était des pièges qu'il fallait éviter sur ce qu'il fallait montrer de ces élections municipales et de comment il fallait les travailler et prendre la donnée, tout en gardant le côté innovation. L'idée, c'était d'avoir un outil quand même qui sorte un peu du lot, qui soit agréable à utiliser, qui puisse trouver son public. Donc, il a fallu jouer avec tout ça. Ensuite, dans ce travail de recherche et d'identification des erreurs, c'est plutôt Ben qui en parlait tout à l'heure. L'agilité des équipes a été importante, puisqu'on a pu un peu ajuster notre travail en cours de route pour, pendant le développement de l'outil DataVis, qui sera un outil de représentation d'élections municipales, en faire un outil presque de détection et de visualisation d'erreurs potentielles de correspondance entre des identifiants de code canton avec les données qui venaient de l'API, ce genre de choses, pour identifier des trous éventuels dans la raquette, des choses qui avaient bougé, des choses qu'on ne voyait pas forcément juste en ligne ou en tableau, pour se servir de cet outil pendant son développement pour monter en qualité. Donc c'est vraiment, là c'était intéressant d'avoir des échanges assez réguliers et puis des implications de tout le monde, puisque ça nous a permis de fournir les outils nécessaires à Rennes pour qu'eux puissent faire un travail efficace derrière de récupération des données géographiques, de remise en conformité, comme disait Ben tout à l'heure, pour nous fournir de la donnée de qualité, pour qu'à la fin, le projet puisse sortir avec des choses intéressantes et justes à montrer. Donc, l'idée, c'était vraiment de voir la DataVis comme une fin, mais aussi comme un moyen pour monter en qualité. C'est un peu l'idée de passer le pas, c'est-à-dire que il restait des choses à faire, mais se servir de ce travail de conception et de développement de visualisation de données, ça peut se faire assez tôt pour s'en servir aussi pour aller un peu plus loin. Ensuite, ce travail de recherche a amené un travail d'ergonomie qui est un peu particulier de par le sujet. Il a fallu travailler sur des codes couleurs, des représentations un peu spécifiques, puisque si on parle de rouge ou de bleu en politique, ça veut dire quelque chose, en tout cas sur certaines tonalités, de vert, etc. Donc, c'est des sujets qu'il fallait traiter. Et puis, on avait des élections très différentes. On parle autant de présidentielles sur lesquelles on a deux candidats, à des municipales qui sont plus fournis, des premiers tours, des seconds tours, avec une évolution temporelle qu'il fallait prendre en compte. Donc, tous ces choix de représentation de comment montrer la géographie, comment montrer les évolutions, comment montrer les proportions, autant les résultats que les participations, ça a été autant de sujets qui ont chacun trouvé leur mode de représentation, soit au niveau de la couleur, au niveau de l'iconographie, au niveau de la mise en forme, avec aussi le travail particulier autour du public. C'est-à-dire que c'est un projet grand public, c'est une municipalité qui le porte, donc il fallait que ce soit accessible, il fallait que ce soit lisible. Donc c'était un travail intéressant à mener en termes d'ergonomie, d'interface pure. Ce qui nous a amené à travailler sur deux parties, mobile et desktop, puisque la plupart des utilisateurs aujourd'hui sont plutôt sur mobile, donc il fallait que tout soit accessible en mobilité. Donc, essayer d'avoir des navigations les plus simplifiées possibles, des représentations accessibles, compréhensibles, ne pas perdre la richesse qu'on pouvait avoir en desktop sur la navigation et la compréhension sur un mobile, puisqu'il fallait y accéder aussi tout de suite, peut-être plus en temps réel au moment de l'élection en elle-même. Là où sur desktop, on pourra revenir peut-être plus en détail sur des choses géographiques, des camemberts, des choses qu'on verrait en plus gros pour faire des études. Donc, ça a été ce travail aussi d'ergonomie de quoi va où. Comment on regarde un mobile à 21h parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe sur mon canton. Comment j'ai aussi une vision un peu plus globale et large parce que je suis en train d'écrire un article sur le sujet et j'ai besoin des informations. Ça a été tout ce travail de construction et de dispatchage des informations au bon endroit qui a été fait à ce niveau-là. On a ensuite travaillé sur le développement sur plusieurs aspects.
il y avait évidemment cet accès temps réel donc, qui a été facilité par Open Data Soft avec ses API disponibles, mise à jour par la municipalité. Donc, on a pu accéder aux données avec une fréquence qui était très, très proche du temps réel et du dépouillement des résultats. Donc, c'était plutôt intéressant. Les données géographiques, ça a été un bon sujet de développement de front, puisqu'il fallait jouer, comme le disait Ben tout à l'heure, avec des archives, avec des découpages très différents, avec des élections des fois qui ne vont pas avoir le même périmètre géographique, donc il va falloir quand même passer de l'une à l'autre, il va falloir quand même récupérer les résultats. Donc, tout ce jeu entre la géographie et le temporel a amené pas mal de discussions, pas mal d'échanges, et on a fait un outil, par contre, une fois finalisé, qui permet d'avoir une vision très complète de ce qui se passe sur ces élections, de pouvoir autant aller en 2014, en 2020, de voir des choses qu'on n'aurait pas vues autrement, ce qui était vraiment l'objectif sur cette partie. J'ai commencé à en parler sur l'ergonomie, sur le développement. On a, donc, comme je le disais, on est allé sur du mobile, du responsive. Il y avait énormément de notre côté, en tout cas, d'attention portée sur l'accessibilité, autant en termes d'usage, d'ergonomie que technique, puisqu'on est sur une municipalité, il y a cette transparence et il faut que ce soit accessible au plus grand nombre. Ça fait partie aussi des enjeux. Donc, c'était entre ces contraintes et problématiques, du fait même du sujet de l'élection, le public et tout ça, ça a fait un travail d'interface, d'ergonomie qui était très complet de notre côté et très intéressant à mener. Ce que je peux vous dire enfin, c'est un peu plus global. Là, je sors un petit peu de ce projet-là. Je pense qu'on en parlera après sur la conclusion, mais ces projets-là vont toujours amener des nouvelles idées. Même une fois terminé, on se dit oui, on aurait pu faire ça, on aurait pu aller plus loin, on aurait pu mettre ça. Et il ne faut pas voir ça comme des manques, mais plutôt comme des ouvertures, puisque d'expérience, j'ai très rarement vu un projet de visualisation de données qui, une fois fini, on se disait « j'ai tout ». Si on apprend tellement en faisant, il y a des choses qu'on voit qui se montrent du fait de l'interface en elle-même qui n'était pas prévue au début, des choses comme ça, qu'il faut se laisser cette ouverture et la possibilité de regarder un poil plus loin et de se dire « ça, ce que j'ai, c'est bien et ça marche bien ». Et comment ça peut vivre dans le temps, comment ça va évoluer, c'est quoi les prochaines étapes, puisque ça amène souvent des nouvelles idées, ça amène beaucoup d'ouverture et surtout beaucoup de potentiel à côté duquel il ne faut pas passer. Une fois que ces mécaniques sont en place et puis commencent à rouler, il y a beaucoup de choses qui peuvent en découler derrière de très intéressants. On va passer sur les retombées et les perspectives. Et je vais laisser la parole à Anne pour cette partie-là. Alors, de notre côté, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu peu de retours médiatiques au lendemain des élections au sujet de la plateforme et de la refonte. En même temps, c'est quelque chose de normal parce qu'on est sur un terrain très concurrentiel avec les groupes médias, donc ils ne vont pas faire la promotion d'un site qui va en concurrence avec les leurs. Et le deuxième point qui a joué, je ne dis pas en notre défaveur, mais pour lequel on a eu peu de retombées, c'est qu'on était dans un contexte Covid. Le premier tour s'est déroulé la veille du confinement, donc les préoccupations ne se portaient pas vraiment sur les innovations en matière de présentation des résultats d'élections. Néanmoins, on a eu en revanche des retours en interne, notamment du service élection, qui nous propose d'utiliser la plateforme comme outil principal d'animation lors des prochaines élections régionales qui vont se dérouler en 2021. Donc là, on voit vraiment qu'on va aller vers une dématérialisation croissante des résultats. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est le service sélection qui devient commanditaire. Jusqu'à présent, c'était le service innovation numérique qui faisait son petit travail dans son coin, qui proposait des visualisations, qui était propulseur. Et là, on voit vraiment que c'est le service sélection qui est revenu vers nous en nous disant, pour les élections régionales de 2021, il est peu probable qu'on ait une soirée électorale et donc on voudrait faire évoluer l'outil.
Et donc là, on assiste vraiment à un inversement de tendance et ça, c'est en ça c'est vraiment super intéressant de le constater. C'est que, désormais le service sélection s'approprie l'outil complètement. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que ce projet, il nous a vraiment amené à travailler sur la qualité de nos données, mais aussi sur la synchronisation de plusieurs jeux de données émanant de services différents. C'est vrai qu'on parle des données élections, mais il y a aussi les données SIG et le fait de concaténer tout ça pour rendre une visualisation interactive attrayante, c'est vraiment un défi. Et comme l'a dit Eddy, les données, elles sont en constante évolution et du coup, les data viz évoluent aussi et ça nous amène toujours à nous réinterroger sur ce qu'on veut représenter et sur le sens qu'on veut donner à la visualisation. Et pour finir, moi, je dirais que c'est en ça que la collaboration avec Bac à Sable, elle a été vraiment très intéressante. C'est tout ce travail de réflexion qu'on a mené sur la représentation graphique, qui s'est fait de façon très itérative avec beaucoup, de dialogue, d'aller-retour et d'interaction avec les différents acteurs et je pense que si on en arrive à un produit d'une telle qualité, c'est vraiment grâce à ces échanges. Alors effectivement, je suis assez d'accord sur la qualité des échanges. Sur les impacts aussi, on peut dire que ça a été très utilisé pendant la soirée des élections, jusqu'à atteindre les quotas d'API d'Open Data Soft qui ont été levés dans la foulée pour pouvoir continuer à aller plus loin. Donc ça a été des échanges réguliers en temps réel et puis très réactifs. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut rester agile dans ces situations-là. C'est important de le rappeler. Et on pourra finir sur une note plus légère, parce que, comme le disait Anne, la période était particulière. Les chiffres ont montré que c'était utilisé. On a fait une recherche plus sur les retombées presse, et on est tombé sur un constat qui est que, malheureusement, on ne battra jamais les chats sur Internet, que tout ce qui remonte des élections municipales de Rennes, c'est ce chat qui s'est présenté sur la liste des insoumis. Donc les chiffres sont là, ça a été consulté, et vous ne battez pas contre les chats sur Internet. Ce sera le mot de la fin. Alors, voilà pour nous ce qu'on pouvait dire sur ce retour d'expérience. Il y aurait beaucoup plus à dire. Ça a été un projet dense qui s'est déroulé dans un contexte particulier qui a été au bout. Donc, c'est une très bonne chose et qui marche bien et qui est en ligne et que vous pouvez consulter sur le site des élections de Rennes. On va avoir un temps d'échange pour des questions maintenant. Je ne sais pas s'il y en a. Alors non, pas de questions pour le moment. N'hésitez pas via l'interface Vimeo, Imagina à poser vos questions. Il y a un petit volet en dessous pour le faire. Ouais, Ce qu'on peut rajouter peut-être, c'est que là, pour les élections de 2021, ce sont des élections régionales et le périmètre électoral, il est vraiment différent, enfin, également sur les départementales, et qu'il va falloir qu'on repense notre façon d'aborder le périmètre géographique, parce que là, on parle de canton. D'un découpage cantonal et ça va vraiment nous amener à revoir aussi, parce qu'aujourd'hui on donne des résultats uniquement sur la ville de Rennes, mais dans ce contexte-là, on va déborder de la ville, on sait qu'on a ces données-là et comment on va pouvoir les intégrer à la visualisation. Voilà, ça va être un nouveau challenge pour le début d'année. Ouais, juste pour rebondir là-dessus, je trouvais ça intéressant, notamment ce que tu avais dit, Heidi, sur ce travail constant d'amélioration des data viz. Et on voit bien, même dans les slides qu'a présenté Anne sur les évolutions des différentes plateformes et différentes visualisations à Rennes qu'on a pu mettre en place. Je me souviens même pour la version de 2017 qu'on avait fait avec les outils purement Open Data Soft à l'époque, on a eu au moins, il me semble, 3 versions de cette data viz. La première qui était pour les présidentielles, il me semble, et ensuite on devait avoir les législatives ou quelque chose comme ça en 2017, voire entre deux tours. Typiquement, cette représentation-là, elle est unique au deuxième tour des présidentielles. Juste parce qu'on arrive à un constat, il n'y a que deux candidats, donc on n'a pas besoin d'une liste énorme pour seulement 2 candidats. Et donc entre deux tours, dans les 2 semaines qui seront écoulées entre les deux, il a fallu repenser, changer, etc.
Et je pense que ça va être la même chose avec cette nouvelle version, finalement, pour les design, pour les régionales. Il va falloir qu'on réfléchisse à de nouveaux modes et puis pourquoi pas à des améliorations de fonctionnalités, etc. De notre côté, on réfléchit aussi d'ailleurs à comment est-ce qu'on peut intégrer, ou en tout cas mener des projets similaires avec d'autres jeux de données. Je vois qu'on a des questions par contre qui arrivent. Ouais. Comment prenez-vous en compte la fusion des communes, de même pour les candidats qui changent de parti politique? Intéressant. Oui, ça, c'est une bonne question. Ouais. D'un point de vue purement donné, donc je rappelle, hein, les élections sont une compétence municipale. Donc typiquement, Rennes Métropole, c'est un peu plus d'une quarantaine de communes. Pour l'instant, sur la plateforme Open Data, vous trouverez Rennes plus 4 ou 5 communes qui ont fait le pas de mettre leurs résultats en Open Data. On n'a pas encore eu le cas de fusion de communes proprement parlé. Cela dit, on a eu des cas de modification de découpage, de nouveaux découpages suite à de nouveaux quartiers. Et donc là, il faut revenir sur la question de l'archivage. Et c'est pour ça que c'est important pour nous aujourd'hui, on s'en rend bien compte, d'archiver nos périmètres géographiques. Un jeu de données qui, jusqu'à aujourd'hui, était mis à jour sans archivage, en tout cas archivage public, sans historisation, vu qu'on considérait qu'on avait juste besoin de savoir au temps T où étaient les centres de vote. Aujourd'hui, on se rend compte que même en remontant jusqu'à 2010, on a besoin de savoir à l'époque où étaient ces découpages-là. Donc, d'un point de vue de données, je pense que c'est surtout l'archivage qui va être important. Et il y avait un enjeu sur ça, sur les interfaces aussi, sur les candidats et sur les partis. Changement ou pas changement, c'était sur des codes couleurs. En fait, il y a des partis qui, ça aurait été très facile de représenter les gros partis pour montrer tout de suite qui gagne dans quel parti géographique, tout ça. Par contre, sur des changements de candidats qui passaient d'un parti à l'autre ou des partis qui changeaient, ça posait des problèmes. Et puis, ça rentrait aussi en conflit avec l'impartialité, c'est-à-dire des candidats qui étaient peut-être sans étiquette ou des gens qui n'avaient pas autant de force de communication que les autres, qui avaient réussi à instaurer une couleur ou quelque chose. Donc, c'était ce jeu entre est-ce qu'on la mettait pour que ce soit très lisible et très facile d'accès, parce qu'on a l'habitude de lire ce genre de choses, mais ça rentrait complètement en conflit avec c'est ça, cette impartialité, le fait que tout le monde soit au même plan sur ces candidats avec des partis ou des changements. C'était aussi problématique côté interface. Ouais. Je peux peut-être juste passer la slide pour qu'elle passe à 2020 pour qu'on puisse voir, parce qu'on n'a pas répondu vraiment à la question des partis politiques. En fait, là, on ne récupère pas les partis politiques, tout simplement, dans notre jeu de données élection. On a un devoir de neutralité dans la représentation graphique, au-delà de ça. Mais de toute manière, s'il y a un changement de parti politique, il y a un changement de parti politique. Enfin, c'est pas représenté soit dans les résultats ni dans la data vis, finalement, comme on peut le voir justement sur cette version. On revient un peu au choix des couleurs et au choix graphique, finalement. On a une remarque là-dessus, quelqu'un qui dit que sur les parties, le plus simple est de se référer aux données du ministère. Mais là, pour le coup, ce n'était pas dans la visée, j'ai l'impression, de cette visualisation-là. Mais effectivement, il y a d'autres données complémentaires qui sont accessibles pour mieux comprendre cette granularité-là. Voilà, peut-être une visualisation alternative avec des parties pourrait être intéressante aussi. Il y a une question sur le RGP, sur la CNIL. Avez-vous eu des soucis par rapport au volet réglementaire CNIL, RGPD? Et si oui, comment les avez-vous traités? Alors, aucun souci CNIL et RGPD sur ce point-là. Juste tout simplement parce qu'ici, on ne traite pas de données personnelles. Hein. On parlait de données du ministère pour les partis politiques. On aurait pu choisir de diffuser, de rediffuser pourtant les données du ministère, mais les données du ministère sont finalement les données que remontent les collectivités dans un format moins détaillé. Donc, on a fait le choix de reprendre nos données qui sont déjà d'une la source et de deux plus détaillées. Mais en soi, vu qu'on n'est pas sur des questions de représentation de données personnelles, on n'a pas vraiment de soucis à ce niveau-là, non.
Alors, il y a une question qui est sur l'outil qui a permis de représenter justement les élections régionales. Il s'agit de celui de Bac à sable, en fait, hein, enfin de l'interface créée par Bac à sable, donc celle qu'on vous montre actuellement, créée par Heidi, si je suis bien votre lien. Oui, c'est ça. Alors nous, ce n'est pas des outils. Comme je le disais en introduction, on est une agence de design numérique. Plus pour répondre à la question, c'est vraiment du développement sur mesure qu'on fait. Alors autant du développement et de la conception. On part d'une feuille blanche et on construit avec nos clients les interfaces pour répondre exactement aux besoins et fournir quelque chose de pertinent. Sachant qu'ici, en plus, il y avait l'enjeu de transmission du code et puis de reprise par la municipalité. C'est-à-dire qu'il fallait que les équipes de développeurs soient capables de le faire vivre derrière, soient capables de changer des textes, soient capables juste de reprendre la main dessus complètement. Donc, on est parti sur des technologies classiques, ouvertes, JavaScript. Donc, ce n'est pas un outil, on est parti de zéro et on a tout construit ensemble. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en avais une pour le coup. Est-ce que ce projet quelle piste pour rendre l'open data plus accessible au grand public, ne serait-ce que pour montrer que cela existe? Alors, moi, j'ai une première chose, c'est vraiment, comme je le disais un peu dans la présentation, hein, c'est savoir aussi intégrer l'open data dans tout ce qui est communication institutionnelle, c'est-à-dire vraiment inciter dans les formats de communication publiés par les municipalités à aller consulter les données de manière beaucoup plus explicite ou à intégrer des data visualisations qui soient là encore une fois rendues accessibles, hein, avec un travail préliminaire, mais vraiment cet effort en fait d'intégrer les données dans différents supports. Je pense que c'est vraiment une première chose. Et ensuite, peut-être valoriser aussi plus les services qui sont créés à partir de ces données. Il y a beaucoup d'applications de la ville ou des choses comme les menus de cantine qui sont créés à partir d'open data et qui peuvent être où en fait on ne voit pas forcément l'open data qu'il y a derrière. Ça a été fait beaucoup aussi avec tout ce qui est recensement des producteurs et commerces locaux pendant le confinement, savoir s'ils assuraient la livraison, s'ils étaient accessibles à certains horaires ou aux personnes handicapées par exemple. Tout ça, c'est des choses qui sont alimentées par de l'open data et parfois même de l'open data qui est renseigné directement par les citoyens ou les producteurs. Et en fait, c'est une forme de valorisation, mais c'est vrai qu'il reste assez indirect au final. Mais qui permet quand même de voir qu'il y a ce travail de données est visible. Je ne sais pas si Heidi ou Anne, Ben, vous avez plus de suggestions. Alors moi, sur l'open data, ce que je peux dire, c'est qu'on l'utilise assez rarement. Finalement, on fait beaucoup d'outils de visualisation de notre côté, mais qui sont plus sur des données propriétaires ou je dirais à forte valeur ajoutée, opérationnelle ou ce genre de choses. Et c'est peut-être ce qui manque à l'open data, de trouver son usage, de trouver une sorte d'objectif vraiment opérationnel pour en faire un outil, pour en faire quelque chose, ou en tout cas pour l'exploiter. Je ne sais pas si l'open data en lui-même peut se suffire il a besoin d'un usage derrière, ou en tout cas d'un but ou de quelque chose pour continuer à vivre. C'est ce que je peux sentir dans le sens où on travaille beaucoup sur ces usages et on utilise très, très, très rarement les données d'open data. Elles ne sont pas assez exploitées dans ce sens-là, en fait. Et peut-être que c'est un manque de connaissances aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui seraient faisables, qui seraient à croiser ou à traiter pour remplir un objectif ou pour remplir un manque. Mais juste par manque de communication ou peut-être par manque de connaissances, les gens n'y vont pas. Et du coup, ces données ne trouvent pas leur public, finalement. Oui, je rebondis là-dessus. C'est que même aussi en interne des collectivités, on le voyait, il y a aussi cet esprit en fait, de se dire il y a des données qui existent, on va les croiser pour en tirer des informations qui répondent aux besoins des citoyens ou proposer des services d'information un peu innovants qui répondent à ces nouvelles demandes environnementales, par exemple, des choses comme ça. C'est un état d'esprit qui est assez nouveau, en fait, et sur lequel il y a un besoin d'accompagnement, je pense, de formation, un peu proof of concept aussi. On te regarde, tu croises les données, ça marche. Et ça peut t'aider aussi en tant qu'agent, en tant que citoyen au quotidien. C'est un vrai enjeu, je pense. Mais
presque sociétal au final, de savoir tous plus comment repérer la donnée et en tirer l'information qui nous intéresse. Ouais, tout à fait. Je l'évoquais tout à l'heure, mais REN, producteur de données, mais aussi réutilisateur de ses propres données. C'est en ça aussi qu'on fait la promotion de l'open data, c'est-à-dire qu'on essaye de proposer, d'être innovant et de montrer tout ce qu'on peut faire à partir de la donnée et voilà, d'essayer d'acculturer les services et de montrer aux habitants les services qu'on peut leur proposer et qui s'en servent eux-mêmes pour produire des choses derrière, que ce soit des entreprises, des citoyens lambda. Voilà, c'est en ça. On essaye de faire de la promotion de nous-mêmes, la promotion par des outils de communication. Oui. À chaque fois qu'on parle d'accessibilité de l'open data, on pense tout de suite qu'il faut crier sur tous les toits que l'open data existe et que ça peut être utile, etc. Il y a un aspect qui est souvent négligé, et là on en a parlé un petit peu, c'est la montée en qualité de la donnée et l'explication de ce que c'est dans le fond vraiment ce jeu de données, que signifient réellement ces chiffres. On le voit avec cette DataVis élection, on le voit avec notre DataVis budget aussi. Hein, je mets au défi n'importe qui de lire un budget en mode tableur, ce n'est pas évident. Il y a des termes très techniques, il y a des chiffres qui peuvent surprendre, qui ne sont pas toujours logiques, en tout cas au premier regard. Et notre rôle, comme disait Anne, en tant que réutilisateur de nos propres données, c'est à la fois clarifier à quoi correspondent ces données-là, comment est-ce qu'elles sont produites. Ça demande de bien documenter son jeu de données, d'où l'importance des métadonnées et des explications qui vont avec. Et puis, comme on a dit précédemment, nous-mêmes, pour mettre en place ces visualisations, ça nous force à monter en qualité dans nos données. Aujourd'hui, nos données élections sont plus claires et plus lisibles qu'elles l'étaient il y a 1 an ou 2. Donc, de ce fait, le fait d'avoir juste mené ce projet, de fait, a rendu les données plus accessibles. On a 2 questions liées un peu au journalisme et aux médias. Donc, une de Julien Ballot qui demande si les journalistes et organes de presse nationaux ont des outils équivalents basés sur les open data. Alors, des outils, je ne sais pas personnellement, mais je sais qu'il y a une filière qui monte en puissance, c'est le data journalisme, hein, on le voit de plus en plus, où vraiment le but, c'est de se baser sur des données, et notamment des données ouvertes pour produire des infographies. Un peu dans le style des décodeurs du monde, par exemple, où l'open data, où les données sont quand même de plus en plus intégrées dans les pratiques. Ensuite, sur intégrer des data visualisations dans les médias locaux, je laisserai peut-être Heidi et Rennes Métropole répondre sur ça. Mais d'un point de vue Open Data Soft, en tout cas, nous, on met en place tous les outils, donc iframe, widget, pour quand un copier-coller, en fait, les visualisations ou les pages de contenu puissent être intégrées dans des articles. C'est aussi un peu le but, voilà, que toutes ces visualisations-là puissent s'intégrer. Et comme je le dis aussi, ça va sur des sites web institutionnels, etc. Donc, facile d'intégration, effectivement. De notre côté, on a plus travaillé, c'est ça, sur des choses institutionnelles ou d'entreprise ou de communication, peut-être moins sur le côté éditorial et journalistique, qui serait très différent de ce qu'on a fait là où il fallait de l'impartialité. Là, le côté éditorial aussi, la donnée ne suffit pas, c'est souvent, ou journalistique en tout cas, il y a l'histoire qui va à côté, en tout cas ce que veut raconter le journaliste et comment il va mettre en forme cette donnée-là pour appuyer un discours ou en tout cas un message ou quelque chose. On n'a pas beaucoup d'expérience sur ces thématiques-là, donc je ne saurais pas dire s'il y a beaucoup de choses qui existent ou où on est en tout cas cette filière, je ne sais pas vraiment là pour le coup. C'est vrai que du fait qu'on ne peut pas éditorialiser, nous, en tant que collectivité, cette visualisation des données électorales, ça limite effectivement sa réutilisation par d'autres médias. Néanmoins, nous, on n'est pas contre. Après, à chacun de se faire construire sa propre analyse à partir de la visualisation que nous avons montée. En revanche, c'est souvent le cas, par contre, pour les infographies interactives du budget primitif. Là, on a régulièrement
des réintégrations en iframe sur les sites, etc. Là, par contre, il y a c'est très fréquent en tout cas. Ouais, juste pour compléter un petit peu à ce niveau-là. Donc oui, je confirme aussi ce que dit Anne, hein, les médias et n'importe qui d'ailleurs, média ou non, peut. Il y a un petit bouton d'intégration d'ailleurs, il me semble, sur la data vise pour pouvoir l'exporter sur votre site, sur votre blog, n'importe où. Les données évidemment sont accessibles et les médias effectivement s'en servent déjà, soit directement à la source, sur la plateforme Open Data de la ville, soit des données nationales agrégées qui sont essentiellement plusieurs municipalités qui remontent leurs données et sont agrégées. Donc, dans tous les cas, la plupart des médias utilisent l'open data. Par contre, une des raisons, et je pense qu'on y a touché un peu, notamment sur les retombées, c'est juste peu commun finalement. Hein, même si les médias peuvent intégrer nos visualisations, c'est peu commun. Elles ont souvent leur propre visualisation déjà en place avec leur propre système, leur propre charte graphique, etc. Enfin, donc, nous, notre créneau, on va dire, c'est aussi de pouvoir proposer une visualisation, on va dire, neutre, hein, qui n'est pas éditorialisée. Je dirais neutre et aussi avec le degré de granularité le plus fin possible, parce que généralement, les médias proposent des résultats, des résultats globaux par ville, mais nous, on va jusqu'au détail du bureau de vote et ça, c'est peu commun. Je pense qu'il n'y a que les collectivités qui proposent ce genre de détails, de précision dans les résultats. C'est ce qui fait notre valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Alors pour l'instant, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, il n'y a pas de nouvelles questions. Je pense qu'on a réussi à répondre à peu près tout. On va arriver de toute façon au bout du temps qui nous est alloué. Si jamais il reste des dernières questions, il reste 1 ou 2 minutes. Moi, j'avais peut-être une question en termes de ressources temporelles, par exemple, quand vous parliez voilà, de cet enjeu de toujours rafraîchir la visualisation, etc. Est-ce que ça veut dire que si on déploie ça à plus de jeux de données en dehors des élections, est-ce que ça demande beaucoup de travail? Peut-être est-ce qu'il faut des ressources spécialisées sur ces sujets ou est-ce que voilà, c'est quelque chose qui au final est assez intuitif et déjà en lien avec les personnes chargées de l'open data chez vous? Ben, je te laisse répondre peut-être sur ce point. Ouais, ok. Ça demande beaucoup de ressources. Pour faire très, très direct et très clair, là, sur ce projet d'élection, on était en interne au minimum 3, sans compter les personnes qui ont été sollicitées à côté. Hein, donc, rien que dans l'équipe projet même, on était 3. Si on devait partir sur, je ne sais pas, une autre thématique, typiquement la collecte des déchets, il faut recommencer à zéro presque. Dans le sens où on ne représente pas des votes comme on représente des kilos de déchets. Hein, c'est probablement même pas le même territoire concerné, c'est pas le même découpage. Les données sont à qualité très variable. Hein, il y a des jeux de données qu'on considère comme étant très propres et très simples, d'autres jeux de données qui sont très complexes et un peu brouillonnes des fois. Il faudrait, voilà. Donc, ça demande une étude infinie de chaque jeu de données pour chaque sujet. Donc, c'est quand même quelque chose qui prend un certain temps et qui demande une certaine ressource, un certain effort de notre part. Ensuite, nous, on a pu voir, par exemple, sur les élections, des visualisations. Il en existait plusieurs, en tout cas aux dernières, faites par des chercheurs, des médias, des assos basés sur nos données, qui, d'une certaine manière, sont concurrentes, mais finalement, par leur angle, et comme on en disait, nous, on a pris l'angle de la neutralité, en tout cas le plus possible, peuvent être très différentes. Donc, finalement, ça montre bien qu'il n'y a pas une réponse, une solution toute faite, en fait.
Ouais, puis il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est en termes de timing en fait. Le timing il était très très serré parce que lorsqu'on a lancé l'appel d'offres entre guillemets pour la refonte du site, on était au mois de novembre hein, et les élections se déroulaient au mois de mai. Donc le temps, toute la procédure administrative qui s'est mise en place derrière, on avait un délai de développement qui était ultra 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 serré. Donc, du coup, c'est vrai qu'on s'est mobilisés tous les trois en interne, plus bac à sable, à 100% quasiment, enfin peut-être pas à 100%, mais on était pleinement mobilisés jusqu'au soir des élections, quoi. Ça a été un projet ouais, avec une contrainte de délai non négligeable. C'est ça. Moi, ce sera le mot de la fin, je pense. Merci à tous d'avoir suivi, d'avoir regardé. Si vous voulez poursuivre les échanges, n'hésitez pas à nous contacter de toute façon. Merci à vous d'avoir participé, présenté. C'était très, très chouette. Voilà. Donc on peut s'arrêter là. Je crois qu'on a juste à quitter la salle. Ouais. Merci tout le monde. Merci à tous. À bientôt. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Au revoir.